Bonjour à vous. Bienvenue sur la chaîne Histoire et Confession, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune histoire. Les histoires que nous allons partager, inspirées de récits trouvés sur Internet, sont destinées exclusivement au divertissement. Elles ne doivent pas être interprétées comme des encouragements à imiter de tels actes ni comme des discriminations envers des personnes spécifiques. On dit que la confiance change tout, mais personne ne vous explique quoi faire lorsque ceux qui vous sont les plus proches ne remarquent même pas ce changement. C'est exactement ce que j'ai ressenti en rentrant chez moi, dans le silence, après être devenu quelqu'un de nouveau. Je m'appelle Richard. J'ai 39 ans, je vis à Portland, dans l'Oregon, et depuis 20 ans, je suis marié à Dana. Ensemble, nous avons élevé 2 fils adolescents. Nous avons une maison convenable, je travaille comme chef de projet principal dans un cabinet d'architecture réputé du centre-ville. Sur le papier, tout allait bien. Mais il y a 2 ans, quelque chose en moi s'est brisé. J'étais en surpoids, léthargique, je ne me reconnaissais plus dans le miroir. Il ne s'agissait pas seulement de mon ventre ou de mon double menton. C'était ce que je ressentais en entrant dans une pièce où une invisibilité pesante, comme si j'avais cessé d'exister aux yeux du monde. Alors, j'ai changé. J'ai commencé le kickboxing dans un petit studio près de Hawthorne. J'ai supprimé tous les aliments transformés, tous les excès. J'ai perdu 20 kilos. J'ai acheté des vêtements qui me mettaient en valeur. J'ai réappris à marcher, le dos droit, les épaules relevées. Et les gens l'ont remarqué. Au travail, les compliments fusaient. Le barista du café en bas du bureau m'a lancé un regard appuyé, a flirté pour la première fois depuis 10 ans. Mes collègues m'ont demandé si j'étais revenu de vacances. Bon sang, même des inconnus croisaient mon regard dans la rue, avec cette étincelle que je croyais réservée aux hommes plus jeunes. C'était agréable. Mais Dana s'est contentée de dire « Tu es vraiment à fond dans la salle de sport ces derniers temps ». Et elle a recommencé à vérifier son téléphone. Je ne m'attendais pas à un feu d'artifice, ni à une ovation. Mais après des années à être un père fatigué, un mari à moitié présent, j'espérais qu'elle me reverrait. Comme moi je me revoyais enfin. J'ai tout tenté. Je l'ai emmenée à Cannon Beach pour un week-end. Je lui ai offert ce bracelet qu'elle avait admiré des mois plus tôt chez Nordstrom. Je l'ai invitée à mon cours de kickboxing. Elle est venue une fois. Elle a souri poliment. Et elle n'est jamais revenue. Nous ne nous disputions pas. Pas vraiment. Mais elle était distante, silencieuse. Comme si elle flottait toujours à mi-corps dans une autre pièce, même lorsqu'elle se tenait juste à côté de moi. La nuit, je m'approchais. Je posais la main sur sa hanche. Je caressais doucement son dos. Elle s'éloignait à peine, pas assez pour que ce soit cruel, juste assez pour que je comprenne que la réponse était non. Je lui ai demandé si elle était stressée. Elle a dit que non, que le travail allait bien. J'ai demandé si c'était la ménopause. Elle a éclaté de rire et m'a dit d'arrêter de chercher sur Google des trucs que je ne comprenais pas. Alors j'ai continué, obstinément, à espérer que quelque chose finirait par changer. Jusqu'à cette retraite d'entreprise, le mois dernier, au Timberline Lodge. C'était une de ces soirées remplies de cocktails haut de gamme et de jargon architectural, le genre d'événement qui, d'habitude, me faisait décrocher rapidement. Mais cette fois, Clara est entrée. Blazer élégant, talons rouges, sourire éclatant. Elle dégageait une assurance tranquille, comme si chaque pièce l'attendait pour commencer à exister. Elle était la nouvelle représentante client pour le projet de l'hôtel Historia, un compte majeur pour nous, et elle marcha droit vers moi. « Tu dois être Richard », dit-elle en me tendant la main. On m'a dit de chercher le gars avec la meilleure posture et le moins de bêtises. J'ai ri. Elle a souri. Pendant l'heure qui a suivi, elle m'a raconté sa transition du monde de l'hôtellerie vers le conseil en design. Elle posait des questions pertinentes, brillantes. Elle m'a taquiné une fois, quand j'ai commandé de l'eau gazeuse, m'a traité de « vieille école », d'un ton qui sonnait étrangement comme un compliment. Elle s'est penchée un peu plus près qu'il n'aurait été nécessaire. J'ai détourné le regard. Je suis resté professionnel. Mais j'ai remarqué. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de Dana, « J'espère que la retraite se passe bien. Les enfants vont bien. N'oublie pas de m'appeler si tu peux. » J'ai regardé l'écran longuement. Puis, sans répondre, j'ai verrouillé mon téléphone, l'ai retourné sur la table, et j'ai commandé une autre eau gazeuse. Clara était toujours là, de l'autre côté de la pièce,
riant à quelque chose qu'un collègue venait de dire, secouant ses cheveux d'un geste désinvolte. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était, elle m'a regardé comme si j'existais. Clara n'était pas le genre de femme à perdre son temps. Une semaine après la retraite, elle m'a envoyé un message, un café ou quelque chose de plus fort, juste pour réfléchir à la refonte du hall. Je me suis dit que ce n'était que du travail. Après tout, nous étions sur le même projet. Une réunion dans un lieu public. Rien de mal. Nous nous sommes donc retrouvés dans un petit bar élégant du Pearl District. Murs en briques apparentes, éclairage tamisé, le genre d'endroit où l'on peut prétendre que chaque décision est stratégique. Clara était déjà là quand je suis arrivé, sirotant un cocktail frais en faisant défiler son téléphone. « Richard », dit-elle en se levant pour m'accueillir, comme si c'était un rendez-vous. « Tu fais bonne impression quand tu es apprêté. » J'ai ri nerveusement en tirant une chaise. « Je viens tout juste du bureau. » « Encore mieux », répondit-elle. « Le mode travail en version cocktail te va à merveille. » Nous avons commencé par parler de l'hôtel et les plans d'étage, les flux de circulation, les éclairages, le contrôle sans contact. Mais très vite, la conversation a dérivé. Elle m'a demandé si j'avais des enfants. Je lui ai parlé de mes fils, tous deux au lycée, et des jumeaux, âgés de 13 ans maintenant, à la fois vifs et épuisants. Elle a souri, l'air un peu surprise. « Tu n'as pas l'air d'un homme marié depuis 20 ans. » Puis, en remuant son verre avec nonchalance, Dana a de la chance. Je n'ai pas su quoi répondre. Je crois que j'ai simplement hoché la tête. De retour à la maison, comme aurait dit Dana. Pas tout de suite. Mais quelques jours plus tard, alors que nous faisions la vaisselle après le dîner, elle m'a lancé, sans me regarder, « Tu es silencieux, ces temps-ci. » Je suis juste occupé, ai-je murmuré en empilant les assiettes. Même Max, notre cadet, m'a dit, « T'as l'air distrait, papa. » Je vais bien. Dana n'a pas insisté, mais j'ai vu son regard. Il n'y avait pas de colère. Juste une note de constat, un silence qui parlait à sa place. Ce week-end-là, je suis resté tard au bureau, soi-disant pour finaliser quelques rendus. Du moins, c'est ce que je me suis dit. La vérité, c'est que j'avais besoin d'espace. De temps pour réfléchir. Mais ce que je faisais vraiment, c'était revivre cette nuit avec Clara, son rire cristallin, sa main sur mon poignet lorsqu'elle avait lancé cette blague sur les meubles en velours. Une légèreté, une complicité immédiate que je n'avais pas ressentie depuis si longtemps. Je suis rentré à la maison vers minuit. Dana dormait sur le canapé, la télévision encore allumée. Elle ne s'est pas réveillée quand je me suis penché pour l'embrasser sur le front. Puis, quelques nuits plus tard, elle a fait quelque chose d'inattendu. Elle est venue se coucher tôt, les cheveux encore humides de la douche, s'est glissée contre moi sous les couvertures. Sa main a effleuré ma poitrine. Elle m'a embrassé sur l'épaule. Et je me suis figé. Non pas parce que je ne la désirais plus. Mon Dieu, si. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Clara. Sa vivacité. Sa chaleur. La manière dont elle me faisait me sentir vivant. Je me suis éloigné doucement. Mais Dana l'a remarqué. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais ferme. « Rien », ai-je répondu trop vite. Elle s'est redressée. « Est-ce que tu m'aimes toujours ?» Je n'ai pas hésité. « Oui. » Et j'ai détesté à quel point il avait été facile de mentir. Le plan était simple. J'allais voir Clara, lui parler franchement, tout arrêter avant que quelque chose ne se passe. J'avais même répété ce que j'allais dire pendant le trajet, nous avons franchi une ligne. Ce n'est pas juste pour ma famille. Restons professionnels. C'était le plan. Elle avait choisi un hôtel-boutique dans le Pearl District, un de ces établissements à la mode, au design épuré et au cocktail hors de prix. Je l'ai trouvé dans le bar du hall, jambes croisées, téléphone dans une main, l'autre posée autour d'un verre à martini. Elle s'est levée en me voyant entrer. « Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment, » dit-elle. J'ai failli ne pas le faire. Elle pencha la tête, m'observa un instant, les yeux plissés. « Tu as l'air en conflit. » Je le suis. Nous nous sommes assis. Le silence qui s'est installé entre nous pesait, lourd, chargé de tout ce que nous n'osions pas encore dire. J'ai pensé attendre le bon moment, formuler mes phrases avec soin. Mais elle ne m'en a pas laissé l'occasion. « Je sais ce que c'est, dit-elle doucement.
Tu n'es pas le premier homme marié à traverser une panique de la quarantaine avec une grande gueule comme la mienne dans la pièce. Je me suis raidi. Ce n'est pas ça. Oh non. Elle se pencha un peu plus près, son parfum mêlé au jean flottant entre nous. Alors pourquoi es-tu ici? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Elle sourit, détourna le regard, comme si elle savait déjà qu'elle avait gagné. Juste pour que tu le saches, je ne cours pas après. Si tu veux que j'arrête, dis-le. Puis elle m'a embrassé. Ce n'était pas un simple baiser, ni un effleurement maladroit. C'était un baiser lent, assumé, brûlant, qui fit taire mon cerveau en une seconde. Et je ne l'ai pas arrêté. Je me suis dit que ce n'était qu'un moment. Le frisson. Rien d'autre. Mais quand nous sommes montés à l'étage, il n'y avait plus de prétexte, plus d'excuses. Je l'ai suivi. Et je n'ai pas regardé en arrière. Cette nuit-là, j'ai ressenti tout ce qui me manquait depuis des années, le désir brut, l'attention, cette électricité dans la peau. Il ne s'agissait pas seulement de sexe. Il s'agissait d'être vu, d'être voulu. D'exister. Mais l'euphorie s'est dissipée vite. De retour à la maison, Dana était dans la cuisine, en train de plier du linge. Quand je suis entré, elle a levé les yeux et m'a souri. Ce sourire m'a anéanti. Je me suis penché, l'ai embrassée sur la joue. Elle tressaillit, surprise, comme si ce simple geste ne faisait plus partie de notre routine. Puis elle dit, l'air léger, tu sens le shampoing d'hôtel. Je me suis figé. Quoi? Elle haussa les épaules. Rien. Après cela, j'ai commencé à voir combien tout était devenu fragile. Je relevais les moindres détails. J'écoutais les suggestions de Dana pendant le dîner, mais je la reprenais sèchement lorsqu'elle se trompait sur une date. J'ai perdu patience quand elle a oublié d'enregistrer une émission que j'aimais. C'était comme si, inconsciemment, je voulais qu'elle échoue. Qu'elle me donne une raison, un prétexte pour justifier ce que j'étais en train de faire. Et la liaison avec Clara, ce n'était plus seulement physique. C'était devenu une obsession. Des textos à des heures indues. Des émojis provocateurs pendant les réunions. Des blagues privées. Elle m'envoyait des photos d'elle dans des tenues qu'elle voulait mon avis. Elle me demandait si je pensais à elle. Si elle me manquait. Je répondais toujours oui. À la maison, j'étais devenu un fantôme. Je mangeais en silence. Je ne lui demandais plus comment s'était passée sa journée. Je dormais au bord du lit, le dos tourné. Puis Shaun, le frère de Dana, est venu nous rendre visite. Ancien de l'armée, récemment à la retraite. Le genre de gars solide, taiseux, qui voit à travers les gens comme s'ils étaient en verre. Il m'a pris à part après le dîner, la voix basse, calme mais tranchante. Elle sait que quelque chose ne va pas, dit-il. Elle attend juste que tu l'admettes. Il n'y a rien à admettre. Il m'a regardé longuement, sans cligner des yeux. Ne m'insulte pas, Richard. Je sais à quoi ça ressemble, un homme qui a quelque chose à cacher. Je n'ai rien répondu. Je ne pouvais pas. Il hocha lentement la tête. Répare le houpard. Mais ne la laisse pas traîner là-dedans. Elle mérite mieux. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je devais en finir avec Clara. Tourner la page. Redevenir l'homme que j'étais. Mais le lendemain matin, elle m'a envoyé un dernier message, chambre 306. Et j'ai répondu, sois là dans 20 minutes. Clara avait laissé une carte clé à la réception. Elle m'attendait, posée là comme une invitation déguisée. Elle avait prétexté qu'elle voulait me rendre des éléments du projet hôtel, quelques fichiers, des maquettes restantes, des échantillons de tissu et un peignoir de marque qu'elle avait, soi-disant, emporté par erreur. J'aurais dû dire non. J'aurais pu. Mais je ne l'ai pas fait. À Dana, j'ai dit que je devais faire un saut sur un chantier près de Biverton. Elle hocha la tête sans vraiment relever les yeux de son dépliant d'épicerie. Prends des œufs si tu passes devant un magasin. Clara m'a ouvert la porte de la chambre d'amis comme dans une scène de film. Robe noire moulante, cheveux bouclés en cascade, sourire indéchiffrable. Tout ce que je n'avais pas dit par message flottait déjà dans l'air. Ce n'est pas intelligent, ai-je dit. Non, murmura-t-elle en s'écartant. Ce ne l'est pas. Et dès que la porte s'est refermée derrière moi, elle m'a embrassé. C'était immédiat, désespéré, égoïste, désordonné, mais familier, maintenant.
Comme si nous l'avions fait 100 fois déjà. Elle m'a tiré vers le lit, mais j'ai hésité. On avait dit que la dernière fois serait la dernière. Les gens disent beaucoup de choses, souffla-t-elle. J'ai failli l'arrêter. Vraiment. Mais ses mains étaient déjà sous ma chemise, sa voix douce et pressante dans mon oreille. Et je me suis laissé aller. Luttant à peine. La chambre d'amis était sombre. Le soleil de l'après-midi filtrait doucement à travers les rideaux de gaze. Ma veste est tombée sur le sol. Sa robe a glissé lentement de ses épaules. Et puis, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je me suis figé. Des pas. Pas lents. Pas hésitants. Le genre de pas qu'on ne reconnaît que lorsqu'on les a entendus 1000 fois, pendant 20 ans. Puis le bruit sourd des sacs d'épicerie posés sur le comptoir. Et la voix de Dana, basse, marmonnant quelque chose pour elle-même. Une porte grinça quelque part dans la maison. J'ai attrapé le bras de Clara. Salle de bain. J'ai sifflé entre mes dents, à voix basse. Maintenant, c'est trop tard. Dana ouvrit la porte de la chambre d'amis. Elle resta là, figée, un sac d'épicerie en plastique suspendu à une main. Son visage se transforma lentement. La confusion d'abord, puis la réalisation, et enfin quelque chose que je n'arriverai jamais à nommer. Dana. Soufflait-je, la voix brisée. Elle ne bougeait pas. Ne clignait même pas des yeux. Clara, encore à moitié habillée, croisa simplement les bras et dit « Je suppose que c'est gênant ». Les genoux de Dana fléchirent. Elle se rattrapa au cadre de la porte, mais le sac tomba. Les œufs éclatèrent contre le tapis. L'un d'eux roula lentement jusqu'à mon pied, fissuré, suintant. Je fis un pas vers elle. « Dana, écoute. » Elle leva la main. Pas pour me faire taire. Juste pour se stabiliser. Je suis rentré tôt à la maison, dit-elle, à peine plus aucun murmure. Je pensais que nous pourrions déjeuner. Dana. Commença Clara, avec ce ton doux, presque condescendant, comme si elle s'adressait à un enfant. Mais Dana coupa net. Je pense que tu devrais peut-être sortir. Elle montra le couloir du doigt. Clara ne bougea pas, ce n'est pas un otage, tu sais. J'ai dit, sors. Clara me lança un regard. Tu vas la défendre? Ou moi? Je ne défends personne, marmonnai-je. Va-t'en. Clara leva les yeux au ciel, attrapa son sac à main et passa devant Dana comme si cette scène n'était qu'un léger contretemps. Elle s'arrêta dans le couloir, se retourna une dernière fois. Tu me remercieras un jour, dit-elle. Ça allait arriver, avec ou sans moi. Dana ne répondit pas. La porte claqua derrière elle. Et nous restâmes là. Au milieu des décombres. Les œufs brisés, les sacs d'épicerie éventrés, sa main tremblante toujours accrochée au cadre de la porte, ma chemise encore déboutonnée. Silence. Elle leva les yeux vers moi. Et pour la première fois depuis le début de notre mariage, je vis dans son regard quelque chose que je ne reconnaissais pas. Pas de la colère. Pas de la tristesse. Quelque chose d'encore plus froid. Une distance abyssale. Elle passa devant moi sans un mot, remonta le couloir et franchit la porte d'entrée. Elle n'a même pas pris ses clés. Je l'ai suivie, pieds nus, jusqu'à la moitié de l'allée. Dana, s'il te plaît. Elle ne se retourna pas. Elle monta dans sa voiture, ferma la portière et resta assise là, une minute entière, avant de démarrer. Je suis resté immobile, le béton froid sous mes pieds, à regarder toute ma vie reculer lentement dans la circulation. Et pour la première fois depuis des mois, Clara n'était plus dans mes pensées. Juste Dana. Et la façon dont elle m'avait regardé. Pas comme un homme qui l'avait trahi. Comme un homme qu'elle ne reconnaissait même plus. Un homme qu'elle n'avait peut-être jamais vraiment connu. Dana a demandé le divorce le lendemain matin. Pas de cri. Pas de confrontation. Juste une pile de papier, soigneusement pliée, posée sur la table de la cuisine. Et ses alliances, déposées dessus, côte à côte. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, la mâchoire fermée. Je suis sorti de la chambre d'amis, encore vide de sommeil, espérant, je ne sais pas. Quelque chose. J'ai essayé de parler. D'expliquer. Mais son regard m'en a empêché. C'était une barricade. Ne le fais pas, dit-elle.
C'est fait. Les enfants l'ont su 2 jours plus tard. Je les ai fait asseoir. Nos 2 aînés, plus grands que moi maintenant. Les jumeaux, côte à côte comme toujours. Un silence pesant. Ils n'ont pas pleuré. Personne n'a crié. Ryan, l'aîné, a juste dit « je m'en doutais ». Les autres ont hoché la tête. Aucune surprise. Et les filles, elles ne m'ont même pas regardé. Ils ont tous choisi de rester avec Dana. Sans hésiter. Pas une question, pas une main tendue, pas un regard en arrière. J'ai proposé d'aider. Les ramener de l'école, les accompagner aux entraînements, peu importe. Dana m'a simplement dit « nous vous le ferons savoir ». Mais ils ne l'ont jamais fait. Mon téléphone est resté muet. Les anniversaires ont passé. J'ai envoyé un message à Reed. Sans réponse. La maison s'est vidée à une vitesse choquante. Les meubles ont disparu. Ses livres, ses petits objets du quotidien, même l'odeur de sa lotion dans le couloir, tout s'était évaporé. J'ai tenté de l'appeler une fois. Elle n'a pas décroché. Je l'ai rappelée après 2 verres. Toujours rien. Une semaine plus tard, au spectacle de chorale du collège des jumeaux, Caroline, la sœur de Dana, s'est approchée de moi pendant l'entracte. Petite, vive, langue acérée, toujours d'une politesse stricte en public. Elle ne m'a même pas salué. Elle s'est penchée, suffisamment près pour que les autres parents autour entendent. « Tu me dégoûtes. » Je suis resté figé. « Tu as humilié ma sœur », a-t-elle sifflé. Dans sa propre maison. Devant vos enfants. J'espère que cette affaire valait la peine d'être détruite. J'ai levé les yeux, cherchant du soutien, de l'humanité. Rien. Personne ne disait un mot. Personne ne me défendait. Comme je ne répondais pas, elle m'a lancé un sourire amer. Tu crois que c'est fini? Ce n'est que le début. Et elle avait raison. Shaun, le frère de Dana, le militaire, s'est activé dans l'ombre. Il a passé des coups de fil. Discret. Efficace. À des entrepreneurs. À des partenaires. À des investisseurs. En 2 semaines, j'étais écarté de 3 projets majeurs. Conflit d'intérêts, disait-on. Relations compromettantes. Et Clara? Introuvable. Son numéro ne fonctionnait plus. Son entreprise annonçait un congé prolongé. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'elle avait un mari. 4 semaines après le dépôt de divorce, quelqu'un a frappé à la porte de mon appartement. Il était un peu plus de 21 heures. L'homme était calme. Trop calme. Il ne m'a pas laissé parler. Il m'a frappé directement au visage. Je suis tombé. Le sol m'a coupé le souffle. Ma bouche s'est remplie de sang. Il s'est penché vers moi. Elle fait ça souvent, a-t-il murmuré. Mais toi? T'es juste le plus con jusqu'à présent. Puis il est reparti, comme si de rien n'était. J'ai passé la nuit aux urgences. Une lèvre fendue. Une côte fracturée. Le médecin m'a demandé si je m'étais battu. Non. Mentir était devenu une seconde nature, à ce stade. Et dans cette pièce blanche, stérile, baignée d'une lumière trop vive, la vérité m'a frappé de plein fouet. J'avais tout perdu. Ma femme. Mes enfants. Mon travail. Ma dignité. Et même Clara, cette illusion de sortie, ce fantasme d'évasion, elle n'avait jamais été réelle. Je n'étais pas cet homme romantiquement déchiré entre 2 femmes. J'étais un imbécile. Un homme qui avait brûlé sa vie entière pour poursuivre une étincelle qui n'était même pas allumée. 3 mois après le départ de Dana, une lettre est arrivée. De son avocat. Certifié. Signé pour. Je me suis assis sur le bord de mon canapé, l'enveloppe sur les genoux, le silence de mon appartement à moitié vide résonnant plus fort que n'importe quel cri. Et j'ai lu, ligne par ligne. Clara nous poursuivait en justice. Pas seulement moi, nous. Dana et moi. Pour dommages émotionnels. C'était absurde. Grotesque. Au début, j'ai ri. Un rire court, aigu, creux, comme un éclat de verre. Détresse émotionnelle? À cause de quoi? D'avoir menti? D'avoir été démasqué? Mais le procès était bien réel.
Elle invoquait le harcèlement en milieu de travail, la diffamation professionnelle, la détresse émotionnelle causée par une rupture conflictuelle d'une relation sentimentale. Apparemment, son mari avait demandé le divorce et maintenant, elle tentait de retourner la situation, de réécrire l'histoire, de se poser en victime pour échapper aux conséquences. Dana était furieuse. Pas une colère bruyante, non. C'était une rage glaciale, contenue. Ce n'était pas la Dana dont je me souvenais. Celle-ci n'élevait plus la voix. Elle n'en avait plus besoin. Mais quelques heures plus tard, son avocat appelait le mien, et soudain, nous étions tous les deux officiellement nommés dans la documentation du procès. Clara avait mentionné notre maison comme le lieu de l'incident. Et Dana, bien qu'elle ne veuille pas m'adresser un mot, avait accepté de témoigner. Je n'aurais jamais dû assister à cette audience d'éthique. Elle s'est tenue dans une salle de conférence impersonnelle, au centre-ville, le genre d'endroit où les conseils d'architecture débattent de la couleur des bardages ou de la hauteur des garde-corps. Mais ce jour-là, cela aurait tout aussi bien pu être un tribunal. J'étais assis à une longue table, en sueur sous ma veste. En face de moi, les membres du conseil, froids, impassibles, alignés comme des juges silencieux. Clara n'était même pas présente. Son avocat, si. Et Dana. Dana est entrée. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 3 mois. Tous les endroits tendres en elle s'étaient durcis. Pas de maquillage. Les cheveux tirés en arrière. Un blazer noir qui ressemblait davantage à une armure qu'à un vêtement. Elle s'est assise en face de moi. Et pas une seule fois elle n'a croisé mon regard. Puis vint le moment où ils lui ont demandé de s'exprimer. Sa voix était stable. Elle ne tremblait pas. Ne se brisait pas. Elle lut une déclaration et une lettre qu'elle avait écrite à l'avance, comme un testament. J'ai été avec Richard pendant 20 ans, commença-t-elle. Je croyais qu'il m'aimait. J'ai construit une vie avec lui. Je lui ai confié mon corps, mes enfants, ma sécurité. Je regardais la table, incapable de lever les yeux. Il ne m'a pas seulement trahi physiquement. Il m'a effacé. Lentement. Avec le silence. Avec la distance. Et puis, avec une autre femme. Quelqu'un toussa, au fond de la pièce. Je n'ai pas bougé. Mes enfants ont entendu les rumeurs. Ils ont vu les signes. Ils étaient dans la maison quand tout s'est effondré. Et j'ai dû les regarder dans les yeux, un par un, et leur expliquer pourquoi leur père n'était pas l'homme qu'ils pensaient qu'il était. J'ai fermé les yeux. Dana fit une pause. Puis elle reprit, calme, droite. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de conséquences. Parce qu'un homme ne peut pas détruire une maison et s'attendre à y être accueilli. Quand elle eut terminé, la pièce resta silencieuse. Pesante. J'ai entendu quelqu'un renifler, peut-être un membre du conseil. Peut-être moi. Je ne sais pas ce qui m'a brisé exactement. Peut-être cette phrase sur les enfants. Peut-être le fait qu'elle n'a jamais pleuré. Mais quelque chose en moi s'est fissuré. J'ai enfoui mon visage dans mes mains. Et j'ai sangloté. Là, devant tout le monde. Devant le tableau. Devant Dana. Personne ne m'a réconforté. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Et j'ai compris, pour la toute première fois, que ce n'était pas juste une perte. Ce n'était pas juste qu'ils étaient partis. J'avais détruit quelque chose de permanent. Quelque chose qu'on ne répare pas. Et maintenant, tout le monde le savait. Après l'audience d'éthique, je ne suis pas retourné au cabinet. Aucune suspension officielle. Aucun licenciement. Juste cette compréhension silencieuse et lourde que j'en avais fini là-bas. J'ai emménagé dans un appartement d'une chambre à la sortie de la ville. Dernier étage d'un immeuble qui sentait le moisi et le vieux curry. Mes voisins, pour la plupart retraités, ne posaient jamais de questions. Ça me convenait parfaitement. Pour survivre, j'ai pris ce que je trouvais. Un travail saisonnier avec une équipe de construction, travaillant sous la pluie, réparant les trottoirs, scellant les fissures de l'asphalte. Plus tard, j'ai décroché un emploi à temps partiel dans un bureau de préparation fiscale au centre-ville. Le genre de boulot où vous portez la même chemise 3 jours de suite, et personne ne le remarque. J'avais du temps maintenant. Un temps infini. Mais ce n'était pas la liberté. C'était une punition. Les enfants ne m'ont pas parlé. Pas un seul appel. Pas un seul message.
À leurs anniversaires, je leur envoyais des cartes. Toujours écrites à la main. Des mots simples, à quel point j'étais fier d'eux. À quel point j'étais désolé. Je ne mentionnais jamais Clara. Je ne blâmais jamais Dana. Au début, je n'incluais même pas d'adresse de retour. Juste au cas où, cela les mettrait mal à l'aise. Ils n'ont jamais répondu. Quand Ryan est parti à l'université, j'ai essayé d'être là. J'ai conduit 2 heures jusqu'à l'université d'État de l'Oregon. Je me suis juste assis sur le parking, en espérant quelque chose. Une seconde. Je l'ai vu passer, une fois. Grand, confiant, riant avec ses amis. Je n'ai pas crié son nom. Je n'ai pas bougé. Je l'ai simplement regardé s'éloigner. La famille de Dana, quant à elle, m'a bloqué partout. Réseaux sociaux. Téléphone. Mail. Même leurs adresses ont disparu de mon monde. Comme si je n'avais jamais existé. J'ai appris par un ami commun qu'il lui avait organisé une petite fête quand le divorce a été finalisé. Rien de grandiose, juste quelques proches dans la maison de Caroline, avec du vin, des rires, un nouveau départ. Sa sœur a porté un toast. Aux secondes chances, a-t-elle dit, et au fait d'être enfin débarrassée d'un fantôme. Un fantôme. Ce mot m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Comme si je n'étais déjà plus réel dans leur monde. Comme si je n'y avais jamais vraiment existé. La thérapie est devenue ma seule bouée de sauvetage. C'était une clinique modeste, installée dans le sous-sol d'une église. Rien d'impressionnant, un mur nu, fauteuils usés, machine à café cassée, mais les séances étaient vraies. Dures. Utiles. La première fois que j'ai raconté toute l'histoire, le thérapeute n'a posé qu'une seule question. Pourquoi as-tu trompé ta femme? J'ai répondu comme je l'avais toujours fait. Que j'étais seul. Que Dana était distante. Que Clara m'avait fait me sentir vivant, vu. Il a hoché la tête, puis s'est contenté de dire « non ». Pourquoi as-tu abandonné avant d'essayer de réellement te connecter avec ta femme? Je suis resté là, bouche close, à chercher une réponse qui n'est jamais venue. Avec le temps, j'ai fini par comprendre. J'avais projeté toutes mes insécurités sur Dana. Son silence, je l'avais transformé en rejet. Son épuisement, en indifférence. Et au lieu de m'approcher, je m'étais éloigné. Au lieu de tendre la main, j'avais fermé la porte. L'affaire n'était pas un incendie dans lequel je suis tombé. C'était un feu que j'avais allumé moi-même, et que j'avais regardé consumer, lentement, tout ce que j'aimais. J'ai commencé à écrire des lettres. Une par mois. Une pour chaque enfant. Une pour Dana. Je ne leur demandais pas pardon. Je leur parlais simplement de ma vie. Des souvenirs que je gardais. Des petits détails du passé. Des choses qu'un père, un mari, n'oublie jamais. Elles sont toutes revenues non ouvertes. Chaque enveloppe, marquée du même tampon rouge, refusée. Je les ai rangées dans une boîte à chaussures, sous mon lit. Elles devenaient plus lourdes chaque année. Et c'est ainsi que les années sont passées. Pas de grandes scènes. Pas de supplications. Juste le silence. Et moi, seul, tentant de vivre avec l'écho de tout ce que j'avais détruit. Des années ont passé avant que l'un d'eux ne me reparle. C'était un dimanche froid d'octobre. Je venais de rentrer d'une matinée passée à faire de l'entretien bénévole sur les sentiers de Forest Park. J'avais de la terre sous les ongles, le genre de fatigue qui fait du bien. Je réchauffais des restes de chili quand mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Et, c'est Maddy. On est en ville. On peut passer dîner? J'ai regardé l'écran pendant 1 minute entière. Maddy. L'une des jumelles. J'ai relu le message, encore et encore, m'assurant que je ne l'inventais pas. Puis j'ai répondu. Bien sûr. Et pendant 2 heures, j'ai nettoyé l'appartement comme si ma vie en dépendait. J'ai mis de vrais vêtements. Je me suis coiffé 2 fois. Et j'ai cuisiné ce dont je me souvenais qu'ils aimaient. Spaghettis aux boulettes de viande. Pain à l'ail. Brownie. Ils sont arrivés un peu après 18 heures. Maddy et Léa. Les jumelles. Plus grandes, plus âgées et évidemment mais toujours elles. Je suis resté figé sur le seuil en les voyant. Mon souffle s'est suspendu. Salut, papa, dit Maddy, doucement mais avec une clarté ferme. Salut, fille écho Léa.
Nous nous sommes assis. 8 personnes ont parlé. Enfin, c'est ce que ça donnait l'impression 8 voix dans 3 corps. Je leur ai posé des questions sur l'école, le sport, sur Dana. Au début, elle répondait avec prudence, comme si elle marchait sur du verre. Puis un peu plus librement. Maddy a souri une fois. Léa a demandé une seconde portion de spaghettis. Pendant un court instant, je me suis laissé y croire. C'était peut-être le début de la guérison. Peut-être que les lettres avaient compté, même si elles avaient été renvoyées. Peut-être qu'elle ne me détestait pas. Peut-être que le pardon n'était pas impossible. Mais après le dessert, alors qu'elles emballaient les restes dans des barquettes en plastique, Maddy a parlé. Nous ne sommes pas venus pour renouer, dit-elle, calmement. Nous sommes venus parce que maman nous a demandé de prendre de tes nouvelles. J'ai cligné des yeux. Tu as écrit que tu étais probablement seule, et qu'on devrait être gentille. Pas parce que tu le méritais, mais parce qu'on peut encore être gentil avec quelqu'un en qui on n'a plus confiance. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas, Léa ajouta, elle est avec quelqu'un maintenant. Comme pour combler le silence. Todd, dit Maddy. Ce nom, je le connaissais. Un vieil ami de lycée. Un nom de jeunesse. Quelqu'un retrouvé sur Facebook, après le divorce. Un homme stable. Présent. C'est un peu comme un deuxième père, dit Maddy. Les mots étaient doux, mais définitifs. Il est là, ajouta Léa. Il écoute. Il prépare le dîner. J'ai avalé ma salive avec difficulté. Maddy m'a offert un sourire triste. On ne te déteste pas. On est juste passé à autre chose. Elles m'ont serré dans leurs bras à la porte. Rapidement. Poliment. Comme on serre quelqu'un dont on garde un vague souvenir, mais qu'on ne connaît plus vraiment. Quand la porte s'est refermée derrière elle, je suis resté là longtemps. Pas de télé. Pas de téléphone. Juste moi, les restes, et le bruit de mon propre cœur battant dans mes oreilles. Ce soir-là, j'ai écrit une autre série de lettres. Pas d'excuses cette fois. Juste, merci pour les souvenirs. Je les ai déposées dans la boîte aux lettres le lendemain matin. 3 semaines plus tard, elles sont revenues. Non ouvertes. Les jumeaux ont eu 18 ans en mai. J'ai passé une semaine entière à choisir leurs cadeaux. 2 lettres assorties. 2 montres, gravées à l'arrière, quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Papa. Je les avais emballées dans des boîtes bleu marine, nouées d'un ruban doré. Je me disais qu'en venant en personne, peut-être qu'elles accepteraient. Je me disais que cette année serait différente. Alors je suis allé chez Dana. C'était un après-midi chaud. Le jardin était impeccable. Du paillis frais. Une balançoire neuve accrochée à l'érable. Quelqu'un s'occupait de tout. Je suis resté un moment devant la porte d'entrée, à respirer. Juste à respirer. Puis j'ai frappé. Léa a ouvert la porte. Elle n'avait pas l'air surprise de me voir. Pas choquée. Juste, fatiguée. Comme si elle s'y attendait. Comme si cette scène avait déjà eu lieu, 1000 fois, dans sa tête. Salut, ai-je dit, en tendant les 2 boîtes. Joyeux anniversaire. Elle les a regardées, puis m'a regardé de nouveau. On ne veut pas de celle-là. Je pensais juste que tu avais. Tort, coupa-t-elle, d'une voix neutre. Derrière elle, Maddy est apparue. Elle ne dit rien, pas tout de suite. Elle se contenta de me fixer, comme Dana autrefois, debout dans l'embrasure de la cuisine. Comme si j'étais quelqu'un qu'elle avait connu. Quelqu'un en qui elle n'avait plus confiance. Je sais que je n'ai pas été le père que vous méritiez, ai-je dit. Mais je n'ai jamais cessé de vous aimer. Aucun de vous deux. Maddy croisa les bras. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi pas? Parce que l'amour, ça ne part pas, ma bouche s'ouvrit, puis se referma. Il n'y avait rien à répondre à ça. Parce qu'elle avait raison. Derrière elle, un mouvement attira mon regard. Todd. Il apparut dans le couloir. Épaules larges. Regard calme. Le genre d'homme qui répare les éviers sans qu'on le lui demande, et qui se souvient des anniversaires sans qu'on ait besoin de les noter. Il ne sourit pas. Ne triompha pas. Il se contenta de me regarder. Léa se décala, son regard s'adoucissant à peine.
Tu devrais y aller. J'ai essayé une dernière fois, tendant les boîtes. Prenez-les. Vous n'êtes pas obligé de les porter. Gardez-les simplement. Maddy plongea son regard dans le mien. C'est notre père maintenant. Elle marqua une pause. Toujours cette voix douce, sans colère, mais inflexible. Tu ne le hais pas, quelque chose s'est brisé dans ma poitrine. Un dernier fil, une dernière illusion. J'ai hoché la tête. D'accord. Je me suis retourné et j'ai regagné ma voiture, les boîtes encore dans mes mains. Rien n'avait changé. Rien ne changerait. J'atteignais la portière du conducteur quand je l'ai entendu. Des pas, lents, feutrés, sur le gravier. Je me suis retourné. Todd. Il se tenait près du porche. Bras croisés. Pas de sourire. Pas de supériorité. Juste une présence, solide, tranquille. Puis il s'est avancé. Sans dire un mot. Sans menace. Sans jugement. Il a fermé doucement la porte d'entrée. Avec soin. Avec finalité. Je me suis assis dans la voiture. J'ai fermé la portière. Et j'ai laissé le silence m'envahir. Ma main tremblait sur le volant. Et j'ai pleuré. Pour tout ce que j'avais perdu. Pour chaque version de moi-même que je ne pouvais plus jamais réparer. Cette nuit-là, j'ai sorti une des montres. Je l'ai tenue dans ma main, l'ai retournée, et relu la gravure. Quoi qu'il arrive, je suis fier de toi. Papa. Puis je l'ai remise dans la boîte. Et j'ai glissé les 2 cadeaux tout au fond du placard. Sans les ouvrir. Comme tout ce que j'avais tenté de donner. 1 an après le dernier rejet, j'ai fait mes valises avec le peu qu'il me restait, et j'ai quitté Portland. Je n'ai rien dit à personne. Il n'y avait plus personne à qui le dire. J'ai trouvé une cabane dans le Vermont, isolée, enfouie profondément dans les replis des montagnes vertes. 2 pièces, un vieux poêle à bois, pas de service cellulaire sauf si je marchais 4 miles sur un sentier rocailleux. C'était parfait. L'agente immobilière m'avait demandé ce qui m'amenait aussi loin, aussi seul. J'ai répondu que j'avais besoin de calme. Elle avait hoché la tête, comme si elle comprenait. Aujourd'hui, mes journées se déroulent dans les sous-bois. J'arpente des terrains pour des projets forestiers locaux, je trace des balises colorées autour des troncs d'arbres, je transporte un sac d'outils sur le dos. Le week-end, je fais du bénévolat pour l'entretien des sentiers. Je nettoie les branches tombées, je répare les dommages causés par l'érosion, j'aide les randonneurs à retrouver leur chemin quand ils se trompent. Certains jours, je ne prononce pas un mot. Et ça me va. Un après-midi de début septembre, j'ai croisé une femme bloquée près d'une passerelle effondrée. Son sac était trop lourd. Sa botte gauche était trempée. Elle avait glissé en traversant le ruisseau. Je lui ai offert de l'eau, l'ai aidé à rebrousser chemin jusqu'au carrefour le plus proche. Nous nous sommes assis un moment, sur un rocher sous les arbres dorés de l'automne. Elle s'appelait Leia. Institutrice. Venue du Massachusetts. Elle m'a étudié un moment, puis a dit, fronçant les sourcils, « Tu me sembles familier. » J'ai souri, doucement. Je ne pense pas qu'on se soit déjà rencontrés. Non, dit-elle, en inclinant légèrement la tête, j'ai lu quelque chose. Une étude de cas. Un homme qui a perdu son mariage à cause d'une liaison, puis a écrit des lettres à ses enfants qui ne les ont jamais lues. Mon sourire s'est effacé. Elle cligna des yeux. C'était toi, hein? J'ai regardé le sol. Ouais. C'était moi. Elle n'a pas détourné les yeux. Elle m'a juste regardé avec une douceur tranquille. Est-ce que tu le regrettes? Demanda-t-elle. Tous les jours. Elle a attendu. Comme si elle savait que j'avais encore quelque chose à dire. Mais le regret ne répare pas les dégâts. Je pris une inspiration. Il t'apprend juste à ne pas les reproduire. Elle hocha lentement la tête. C'est quelque chose. Nous avons parlé encore un peu. De petits riens, d'arbres et de livres. Puis elle m'a remercié, s'est levée, a repris le sentier, et m'a fait un signe de la main avant de disparaître dans les feuillages. Je suis rentré chez moi au crépuscule, les bottes crissant dans les feuilles mortes. De retour dans la cabane, j'ai sorti la boîte à chaussures de l'étagère du placard. Celle avec toutes les lettres. Des dizaines. Jaunies. Encore scellées.
Je me suis assis près du poêle. J'en ai retourné une dans mes mains. Je connaissais déjà chaque pli, chaque trace de timbre. Puis je me suis levé. J'ai saisi le tisonnier. Ouvert la porte du poêle. Et une par une, j'ai jeté les lettres dans les flammes. Elles se sont recroquevillées. Ont noirci. Ont disparu. Pas de cérémonie. Pas de larmes. Juste, une libération. J'ai regardé le feu jusqu'à ce qu'il ne reste que des braises. Puis j'ai versé un verre d'eau. Je suis sorti dans l'air frais de la montagne, et j'ai levé les yeux vers les étoiles. Ils n'ont pas jugé. Ils sont simplement restés là où ils étaient, distants, immobiles, mais toujours là. Présents sans exiger, silencieux sans fuir. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai souhaité rien. Pas un pardon. Pas une seconde chance. Pas un retour. Juste ce moment. La nuit. L'air froid sur ma peau. Et les étoiles au-dessus de moi, indifférentes et éternelles.